Bienvenue dans cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Ménasria et aujourd'hui, je vais vous parler du fameux test de quotient intellectuel qui a pris quand même beaucoup de place dans notre société, de son lien avec la notion d'intelligence et en quoi cela constitue un paradoxe pour les personnes dites à haut potentiel intellectuel ou à haut quotient intellectuel qui est un mot qui apparaît petit à petit. Et je vais en parler à travers le cheminement d'un adulte qui avance sur la découverte de sa différence cognitive, de son intensité intellectuelle, qui démarre généralement avec une forme d'autocensure, parce qu'évidemment, quand on est HPI, on se dit « mais c'est impossible que je le sois ». J'en parlerai un petit peu plus tard. Et ensuite, en cheminant, il peut y avoir l'étape de la reconnaissance personnelle. Et la question là, c'est « ah, je suis vraiment différent ». Tout s'explique. Test de QI à l'appui ou pas. Et puis, quand on apporte cette nouvelle au monde, parce qu'on est content, on a compris ce qui allait pas, ou on a compris comment on fonctionnait, là, on se rend compte qu'il y a une vraie défiance extérieure. Et là, la question, c'est pourquoi c'est si difficile d'en parler et comment on peut en parler mieux. Et c'est en lien avec l'intelligence, l'origine du test de QI. On fera un tout petit peu d'histoire à ce moment-là pour comprendre pourquoi, en France, on en est arrivé à une telle défiance vis-à-vis des personnes HPI. Et donc, pour démarrer, parlons de l'autocensure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un tel mythe qui est entretenu autour du test de QI, qui associe un peu haut quotient intellectuel et génie. Je vous rappelle l'image d'Épinal du HPI qui réalise des performances hors normes, très très jeune, qui fait des calculs absolument incroyables en 2 secondes. Et il y a une série qui est un petit peu, que vous connaissez probablement, qui caricature un petit peu cette image d'Épinal du HPI. Et donc, il faut savoir que nombre de personnes qui ont cette intensité-là, des personnes curieuses, qui questionnent tout, qui cherchent à comprendre, qui sont des chercheurs de vérité, elles n'imagineraient pas une seconde obtenir des scores élevés à ce test. Pourquoi ? Parce que ces personnes, elles prennent rien pour acquis. Généralement, elles identifient les points d'incohérence et elles ont un regard critique sur les choses qui leur semblent illogiques et incohérentes. Et donc, comme elles sont sujettes au questionnement et au doute, elles ont pu être malmenées dans leur passé pour justement leur propension à tout questionner. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez cette tendance à questionner pour comprendre ce qui est le propre de l'intensité intellectuelle, vous pouvez gêner parce que vous avez tendance à vouloir aller au -10 ou à la cave alors que les personnes ont juste envie de descendre au -1. Donc à l'école, par exemple, les professeurs peuvent ne pas comprendre ce besoin de questionnement permanent, peuvent trouver que les questions sont stupides aussi, ça arrive. Et on peut avoir dans l'enfance ou en général des réactions d'étonnement et de rejet. Et quand on n'a pas forcément compris sa singularité, ça peut être quelque chose qui peut susciter soit un manque de confiance en soi, soit l'impression d'être totalement incompris et puis même de ne pas comprendre en fait, et de ne pas comprendre pourquoi nos questions n'amènent pas de réponse. Et ces personnes-là, donc, quand elles lisent des livres sur les HPI, elles peuvent se reconnaître en tout point. Mais au final, elles se disent « mais non, mais moi je peux pas être HQI, ok, je veux bien dire que je suis hypersensible », parce que souvent dans les livres, avec certains auteurs, cette notion d'hypersensibilité qui est très présente chez le HPI, elle est abordée. Donc ils reconnaissent pour certains leur hypersensibilité, mais ils nient leur intensité intellectuelle qui est pourtant bien présente. Alors attention, je dis pas que les personnes hypersensibles ou HPE sont forcément ce qu'on appelle intenses intellectuellement ou à haut potentiel intellectuel. Mais il est plus aisé de se reconnaître hypersensible que HPI parce que pour des raisons d'humilité, pour des raisons d'estime de soi et pour les raisons que je vous évoquais du fameux mythe du génie absolu, le doute fait que les personnes se disent non, ça c'est pas pour moi. Donc cette notion d'autocensure, elle est très importante parce que il y a beaucoup de personnes qui sont très intenses et qui n'oseront pas se dire mais non, mais c'est impossible, moi je peux pas faire ce test. Et en fait, je ne peux pas faire ce test de QI et je peux pas être reconnue dans cette intensité intellectuelle. Et donc, parmi ces personnes justement qui se reconnaissent dans les descriptions, avec tous les critères en lien avec l'intensité intellectuelle, mais aussi émotionnelle, il y en a qui se disent finalement, moi je me reconnais, j'ai pas besoin de test, c'est ok, j'ai un fonctionnement cognitif différent et j'ai pas besoin d'aller voir un psy pour ça. Donc ça arrive, il y a des personnes évidemment qui disent ça n'est absolument pas indispensable, puisque je vous rappelle quand même qu'on parle pas ici d'une maladie qui nécessite un diagnostic, mais bien de reconnaître son propre fonctionnement cognitif.
Donc, il y a des personnes qui ont pas besoin d'avoir une reconnaissance extérieure de cette différence cognitive, de cette intensité intellectuelle. Et il y en a d'autres, et c'est OK, qui, elles, ont besoin d'une validation extérieure, d'un scoring, parce que ça va leur permettre de définir et de se reconnaître finalement. Donc la deuxième étape pour ces personnes-là dans le chemin justement de la reconnaissance de cette intensité intellectuelle, c'est pour certaines de faire ce test et pour d'autres de se reconnaître elles-mêmes. Pour celles qui continuent à faire dans ce parcours-là, qui ont besoin d'un scoring, enfin en tout cas d'une évaluation extérieure, on a ici généralement des personnes qui sont un petit peu angoissées à l'idée d'aller faire le test. Je vous rappelle quand même que le doute et le questionnement donc amènent de l'humilité et que ces personnes-là, généralement, quand elles s'engagent dans ce type de démarche, elles sont très inquiètes que ce ne soit pas ça. Et la question, c'est si c'est pas ça, c'est quoi mon problème en fait? Et donc, il peut y avoir pour certaines personnes un gros enjeu, une pression énorme dans le fait d'aller voir un spécialiste pour faire ce test et pour avoir finalement un diagnostic, pas un diagnostic. Vous voyez, mes mots sont très importants. On ne parle pas de maladie, on parle de test et d'évaluation d'un fonctionnement cognitif différent. Et donc là, quand elles osent y aller et qu'elles ont ce fameux résultat, donc je vous rappelle, le test le plus utilisé en Occident, c'est le test Waze, qui score un peu l'intelligence et la quantifie, et au-delà de 130, considère qu'on est au potentiel intellectuel. Donc pour les personnes qui ont ce résultat-là, souvent ce qui se passe, c'est le coup de tonnerre. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont une forme de reconnaissance de leur différence cognitive qui est établie. Et donc là, elles se mettent à faire une chose. Toutes les personnes que j'ai côtoyées m'ont raconté ça, que il y a ce fameux effet rétroactif d'aller analyser son passé à la lumière de la découverte de cette propre différence. Et donc, il y a une réécriture de l'histoire qui se fait et une compréhension de son propre parcours à la lumière de cette nouvelle information. Donc, ça bouscule beaucoup les personnes. Généralement, ça remue. Donc, il y a un temps de digestion qui est nécessaire. Il y a une forme parfois de sentiment d'injustice, de sentiment d'avoir gâché quelque chose. Moi, je me souviens de ce monsieur à qui on avait dit qu'il était bon à rien quand il était jeune et qui découvre ça à 65 ans et il s'est construit en se disant de toute façon moi je comprends rien en fait. Ça a cet effet vraiment et c'est important de le souligner pour les personnes qui le font, un peu foudroyant, et ça appelle vraiment une lecture rétrospective de son passé. Et je dis souvent que quand on fait ça, il y a un avant, il y a un après. Et après, généralement, il y a un temps de digestion et très souvent, une meilleure connaissance de soi, et ça entame, ce test permet aussi d'entamer un chemin personnel d'appréhension de sa différence cognitive et puis surtout de commencer à développer ce talent-là d'une autre manière, sans s'auto-flageller et sans être dur avec soi-même, ce qui est souvent le cas des HPI. Et moi, j'avais une personne chez Mensa quand je travaillais en tant que membre impliqué chez Mensa, enfin travaillais bénévolement, et il y a une personne qui m'a dit moi, quand on m'a donné les résultats du test de QI, j'ai tellement pas cru, je me suis dit la psychologue s'est plantée et je suis allée faire un autre test chez une autre psychologue pour être sûre du résultat. Donc ça vous donne l'idée de la différence entre vraiment ce que représente dans l'imaginaire et dans la croyance collective ce test de QI, et à quel point c'est important pour ces personnes-là qui vont faire ce test d'avoir cette forme de reconnaissance. Et puis le résultat et le fait de l'accepter ou pas. Ça, c'est le troisième effet paradoxal du test de QI. C'est que les personnes, forcément, elles découvrent quelque chose, elles ont envie d'en parler. Et donc, le troisième point, c'est la défiance. C'est-à-dire qu'elles se rendent compte que quand elles en parlent, c'est pas forcément bien accepté, pas bien compris. Elles peuvent être rattachées à des images d'Épinal, comme je vous l'avais évoqué un peu avant. On a une tradition, notamment en France, de lier le HPI et les problèmes et les troubles. On peut pas imaginer en France que on puisse aller bien et avoir une intensité intellectuelle très prononcée. Et ça, c'est en partie dû à l'effet de biais, puisqu'évidemment, pour aller faire un test de QI, généralement, ça se fait dans le cabinet d'un psychologue, enfin d'un spécialiste. Et ensuite, ce qu'il en sort, c'est un accompagnement, et ça peut provenir d'un mal-être aussi.
Donc c'est dans cet environnement fermé entre guillemets du cabinet de spécialistes qui sont là pour accompagner évidemment les personnes qui vont pas bien que du coup la parole autour du test de QI se libère. Et donc c'est pour ça que ce biais-là fait que en France en tout cas on a vraiment une vision de l'intensité intellectuelle du HPI comme étant quelqu'un qui a problème. Et moi je dis souvent, ce ne sont pas des personnes à problème, ce sont des personnes qui soulèvent les problèmes. Et très souvent, soulever des problèmes, ça fait s'en prendre plein la figure. Donc ça, c'est la petite nuance, mais je ne nie pas évidemment que cette intensité, qu'elle soit intellectuelle, émotionnelle ou créative, confrontée à la société dans laquelle on est génératrice de souffrance et de difficultés. Parce que la différence cognitive aujourd'hui n'est pas suffisamment comprise par notre société et acceptée, parce qu'on n'aime pas les gens qui pensent différemment. Alors du coup, pourquoi cette défiance ? Pourquoi les gens réagissent de cette façon ? Moi, je pense que c'est en partie dû au moule dans lequel notre société nous construit, en fait, au moule scolaire, cette notion de performance, de classement, où on classe les enfants en fonction des bons résultats. Et vous pouvez facilement passer de bon à mauvais en fonction de vos notes. Et à mon avis, le nœud de cette défiance, il est dû au fait que on a fait un raccourci quantique entre quotient intellectuel et intelligence. Et ça, pour des personnes en général qui écoutent des personnes qui se disent HPI, ça leur renvoie un effet miroir déformant, l'air de dire moi je suis plus intelligent que toi. Et c'est vraiment là, à mon sens, le nœud du sujet. Mais évidemment, le test de quotient intellectuel ne définit pas à lui-même l'intelligence. Alors, faut savoir que historiquement, c'est Alfred Binet qui a été mandaté par le ministère de l'Instruction publique pour évaluer, lorsque l'école est devenue obligatoire, pour évaluer les enfants dits anormaux. C'est-à-dire les enfants, on les appelait arriérés, pour identifier leur retard et comment justement les accompagner au mieux. Parce qu'à ce moment-là, l'école est devenue obligatoire pour tous, donc tous les enfants, que ce soit des enfants de la campagne ou autres, se sont retrouvés à suivre le même enseignement en même temps. Et donc, sur ce mandat-là, il va développer, Alfred Binet, c'est au début du XXe siècle, une méthode assez rationnelle, une échelle, pour pouvoir comparer les enfants entre eux. Donc, c'est la première échelle métrique qu'on a appelée l'échelle Binet-Simon, et qui permettait justement de mettre les enfants sur une échelle de comparaison pour savoir ceux qui avaient du retard par rapport aux autres. Et où se situait la moyenne, et évidemment ceux qui étaient en avance, toujours au sein d'une même classe d'âge. Il faut savoir que ces études se faisaient vraiment âge par âge, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et ils vérifiaient et considéraient que quand un enfant a plus de 3 ans de retard par rapport à la moyenne de sa classe d'âge, il était considéré comme cancre ou arriéré. Mais ce qu'il faut comprendre dans l'origine du test de QI, c'est qu'en fait, la volonté n'était pas de classer et de considérer que les enfants étaient moins intelligents, puisqu'Alfred Binet, quand il arrivait à un diagnostic, ou enfin plutôt un résultat avec un enfant qui avait un résultat inférieur, 3 ans de retard, entre guillemets, par rapport aux autres enfants, il cherchait à comprendre les causes, le pourquoi. Il allait analyser les causes extérieures, donc ce qui faisait que l'enfant était peut-être dans un climat social, familial, pauvreté des parents, maladie, enfants issus d'immigration qui pouvaient expliquer ce retard d'apprentissage. Et puis il a aussi étudié les causes personnelles, la mauvaise audition, la paresse et la difficulté d'intelligence qui pouvaient aussi expliquer ce retard. Donc il a toujours considéré son test comme étant une échelle qui permet d'évaluer et puis qui permet de mieux comprendre et de mieux accompagner ses enfants, puisque l'objectif, c'était d'adapter l'enseignement à ces enfants-là. Et l'échelle, il l'a faite de manière accessible pour que les enseignants puissent l'utiliser facilement au sein d'une classe. Et le test de QI tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est aux États-Unis qu'il a été automatisé par 2 psychologues, Lewis Terman et Robert Yerkes, qui ont fait une forme d'ingénierie sociale pour standardiser et massifier les tests et trier les personnes de manière massive. Donc à Ellis Island, ça a été fait à Ellis Island quand les immigrés arrivaient pour rejoindre les États-Unis, on les évaluait comme ça. Dans l'armée, on faisait du tri. Dans les écoles, ça permettait de trier vite, efficacement. Et donc l'idée d'évaluer
de pouvoir comprendre et d'en faire un outil de diagnostic qui permet d'aller plus loin en tant que psychologue a été complètement perdu. Et là, on est passé dans la massification et l'idée de trier en masse des profils pour un intérêt évidemment social et sociétal dans leur esprit. Et malheureusement, ça a aussi servi à trier dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup du QI supérieur à 130, mais en dessous de 70, qui est l'autre pointe de la courbe de Gauss. Eh bien, les femmes, en fait, faut savoir que dans plusieurs États aux États-Unis, dont la Californie, on stérilisait les femmes qui avaient un QI inférieur à 70. Et il y a eu beaucoup d'histoires là-dessus, et c'est que dans les années 70 qu'on a arrêté cette pratique. Donc, vous voyez que le QI a pris vraiment un rôle social en forme d'ingénierie pour trier un peu les populations, et qu'il a perdu un petit peu cette notion d'outil qui était à la base ce pourquoi il servait. Et donc l'histoire du QI en fait nous montre aussi que l'élaboration du test peut être discutée. Je vais pas l'aborder ici, mais la façon dont il est construit et ce qu'il mesure, ça c'est tout à fait sujet à discussion. Mais c'est pas le sujet du podcast aujourd'hui. C'est le point que je veux vraiment, sur lequel je pense qu'il est important d'insister, c'est que le QI met en avant une seule forme d'intelligence, qui est l'intelligence logico-mathématique, verbale et un peu spatiale. Et ce type d'intelligence, si vous voulez, il sert un certain modèle de société. C'est pour ça que le quotient intellectuel n'évalue pas l'intelligence émotionnelle. L'hypersensibilité, on n'en parle pas. Pourtant, la majorité des singuliers ont cette intensité-là intellectuelle qui est accompagnée d'intensité émotionnelle et créative. Et il y a d'autres psychologues qui ne reconnaissent pas le fait qu'on puisse mesurer l'intelligence, une seule forme d'intelligence, et qu'on puisse la quantifier. Notamment Howard Gardner, qui lui a établi la théorie des intelligences multiples, donc l'intelligence naturaliste, interpersonnelle, kinesthésique, musicale, et il intègre l'intelligence logico-mathématique comme étant une forme d'intelligence, mais qui n'est pas la seule. Or, l'intelligence logico-mathématique, vous comprendrez bien que c'est celle qui a servi à bâtir la société dans laquelle on est aujourd'hui. La rationalité, le fait d'optimiser, la taylorisation, ce sont des valeurs du XXe siècle qui ont permis l'industrialisation et l'essor des technologies très probablement. Et l'intelligence émotionnelle, là-dedans, elle n'avait pas forcément sa place. Donc l'outil qui permet de mesurer ça n'a pas forcément été mis en valeur. En tout cas, c'est pas une forme d'intelligence qu'on a valorisée. Et c'est bien là la question, c'est que qu'en est-il de cette approche, de cette définition d'intelligence ? Les spécialistes ne sont pas d'accord pour s'accorder sur une même forme de définition. C'est pourquoi, en fait, moi je préfère l'approche par les hyperexcitabilités qui permettent d'expliquer un mode de fonctionnement très intense dans certains domaines. Le haut potentiel intellectuel, moi je préfère parler de singulier à dominante intellectuelle, puisqu'il va privilégier l'usage de son intellect en priorité, voilà, au détriment peut-être parfois même de ses émotions, de sa créativité qu'il va garder sous clé. Et ça ne classe pas, ça ne hiérarchise pas. C'est pas forcément une forme d'intelligence, mais c'est une aptitude naturelle à creuser, chercher à comprendre et être un chercheur de vérité. Et cette approche de Dabrowski, qui est un psychiatre polonais, me semble très adaptée justement à l'explication de ce qu'est un HPI, et sort des classements, des hiérarchisations, de l'OPA qui a été faite, de la préemption de la définition de l'intelligence entre du coup le lien QI, le raccourci quantique entre quotient intellectuel et intelligence. Ça permet de s'affranchir de tout ça et de rentrer vraiment dans la façon dont les gens fonctionnent et dans le fonctionnement cognitif de ces personnes-là. Et les études ont montré sur le sujet des hyperexcitabilités que les personnes qui obtenaient des scores supérieurs à 130 au test de QI, généralement, cumulent les intensités intellectuelles, émotionnelles et créatives. Et vous voyez là que ça donne quand même une dimension bien plus importante à ces profils, parce que généralement, c'est des gens qui souffrent pour certains, et la souffrance, elle n'est pas due à l'intensité intellectuelle, elle est vraiment due à cette hypersensibilité que beaucoup de personnes HPI expriment. Alors attention, je dis pas ici que le test de QI ne sert à rien, mais c'est un outil. Moi, je pense que il faut le ramener au rang d'outil qui permet d'identifier une intensité logico-mathématique qui a sa place, qui n'est pas l'apanage de l'intelligence. Et ça permet aussi, c'est un outil très utile pour les singuliers. Moi, je vois quand un singulier fait un test de QI, c'est vraiment une révélation parce qu'on est quand même dans une société assez rationnelle et le fait d'avoir un chiffre pour certaines personnes, de voir écrit 140, eh
bien, ça leur donne vraiment la reconnaissance, la réassurance dont ils ont besoin et peut-être que la société et que leur éducation ne leur a pas donné. Vous voyez bien, à mon sens, l'intelligence n'est pas le QI. La singularité dont je parle n'est pas forcément l'intelligence. Alors, qu'est-ce que l'intelligence ? Est-ce que c'est dans un laboratoire d'études que des chercheurs doivent la définir et la mesurer ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une définition sociale, sociétale, que nous pouvons définir collectivement ? Est-ce qu'un individu qui maximise son profit personnel, quitte à nuire aux autres, est intelligent ? Est-ce qu'un individu qui agit pour aider quelqu'un à son propre détriment est intelligent ? Est-ce qu'un singulier qui est convaincu d'avoir raison et qui s'insurge à l'idée que les autres ne puissent pas le comprendre est intelligent ? Moi, je pense que la réponse dépend de chacun de nous et de nos valeurs personnelles. Pour ma part, je suis convaincue que la façon dont nous définissons l'intelligence collectivement parle de nous en tant que société et du modèle auquel nous aspirons et que chacun d'entre nous, en tant qu'humain, a son mot à dire pour la définir et qu'elle n'est pas l'apanage de la singularité. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique et ne gardez donc que ce qui fait sens pour vous. À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.